Merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Il est 20 heures, c'est l'heure de votre journal. Ce journal magazine va se pencher sur l'agriculture. La République démocratique du Congo, avec ses 80 millions de terres arables, importe tout, même les épices. Quel contraste d'ailleurs, jadis réputé pour son café, son cacao, pour ne citer que ces deux filières. Aujourd'hui, le pays peine à exporter. Le peu de café et de cacao produits en RDC sont vendus sous un autre nom que le label DRC. Un véritable manque à gagner. L'on se demande qu'est-ce qui bloque le vrai décollage de l'agriculture congolaise et quelles sont les pistes de solutions pour préserver le label Made in DRC. Tentative de réponse dans ce journal. Nous allons également nous intéresser aux sources de financement de l'agriculture congolaise. Certains experts prônent l'idée de la création d'une banque de développement pour l'agriculture et favoriser la production des semences améliorées. Dans ce journal, nous aurons un intervenant sur ces plateaux. Il s'agit de notre confrère Mesdames Bouyal. Avec lui, nous parlerons de l'accès à l'information publique des données que les journalistes collectent, traitent, diffusent pour l'intérêt de la population. Vous aurez également droit à la rétrospective de la semaine, mais tout d'abord, l'actualité. La sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a réuni autour de lui les gouverneurs du Nord et Sud Kivu aussi de l'Ituri accompagné du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Le président de la République veut mettre fin au phénomène groupes armés avec la démobilisation et la réinsertion communautaire. Par ailleurs, le chef de l'État a aussi reçu les députés nationaux élus de Kinshasa, Elvira Panzou Kazadi. Dans les soucis de s'imprégner de la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce samedi tard dans la soirée, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, les gouverneurs des provinces d'Elituri Jean-Bamanissa Saïdi, du Nord Kivu, Karlin Zanzu Kassivita et Teongwabi Djekassi du Sud Kivu. Délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde. Leurs discussions ont porté sur les désarmements, démobilisation et réinsertion communautaire. Voilà, les questions qui se posent à l'Est sont d'ordre d'abord sécuritaire et suivant tous nos rapports, nous avions reçu l'invitation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour venir discuter de ces questions du DDR communautaire et nous avions eu l'occasion de faire le tour de plusieurs ministères impliqués ainsi que de bailleurs de fonds. Et son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, nous a conduits auprès du chef de l'État pour lui faire rapport du compte-rendu de ce qui s'est passé. Et le DDR communautaire peut se résumer à des investissements beaucoup plus conséquents au niveau local pour pouvoir résorber le chômage, résorber la criminalité à travers des activités qui peuvent être passées par le route des dessertes agricoles, l'agriculture, l'administration aussi qui doit être renforcée par la justice locale et par une vraie prise en main de l'administration et de tous les problèmes qui se passent chez nous à l'Est, qui est une zone particulière qui est proche des autres pays en état d'avancement et pour lequel nous devons nous rattraper un certain retard. Infatigable, le président de la République a ensuite accordé une deuxième audience dans la même soirée au caucus des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa, venus lui présenter leurs félicitations et lui peindre un tableau des fléaux qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons échangé, il y a eu des interventions des responsables des districts, c'est-à-dire des circonscriptions électorales de Kinshasa, les 4. Et il a eu une oreille très attentive. Nous avons parlé des problèmes de l'insécurité, de l'eau, de l'électricité, des problèmes de construction des routes, des routes de dessertes agricoles. Nous avons fait allusion à l'emploi des jeunes. Nous avons également parlé de financement de la classe moyenne, notamment les microcrédits. Bref,
nous sommes satisfaits. Pour Godard Motemona, président du caucus des députés élus de Kinshasa, c'était une bonne rencontre entre Kinois. Et le chef de l'État leur a demandé de venir à chaque fois que l'occasion se présente. Infrastructures et travaux publics, rendons-nous dans la province du Kwilu pour suivre le travaux de réhabilitation de l'axe routier qui quitte Kimputu-Seke, un tronçon d'une grande importance pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des paysans producteurs, des travaux exécutés par l'Office des routes sur financement du Fonds international de développement agricole à travers Papakin. Blaise Bokokesonza. Les travaux de réhabilitation de cet axe routier s'exécutent sur la colline de Kimputu-Seke, située à quelques trentaines de kilomètres de la ville de Kikwit. Engins et personnel mobilisés pour construire une route sur cette colline. Question de réduire la pente afin de permettre la circulation aisée des usagers. Cette circulation aisée passe par la stabilisation de la chaussée et tant d'autres travaux connexes. C'est prévu la stabilisation de 2,5 km. Après la stabilisation, on doit enduire un monocouche. Mais nous avons prévu, au lieu de monocouche, on va mettre les bicouches. Mais c'est prévu aussi le caniveau sur la linéaire de 2,5. Des instructions respectées selon les règles de l'art, les inquiétudes d'hier cèdent la place à la satisfaction, même s'il y a encore beaucoup à faire. Au fond, là, vous avez vu qu'ils ont rehaussé la route, ils ont adouci la pente. Ça, c'est bon. Et maintenant, ce qui reste, c'est le problème de la gestion des eaux. Je suis content de mes ingénieurs. Ils sont en train de faire un travail, comme je l'ai dit, un travail harassant, mais ils ont la maîtrise des choses. Surtout avec l'appui de Maman Kaping qui vient de Kinshasa. L'ingénieur qui fait ses preuves d'une manière remarquable, et ça j'apprécie beaucoup. Nous pensons que nous allons avoir des bons résultats. Notons que l'exécution des travaux sur cet axe routier répond ainsi au programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers afin d'améliorer la sécurité alimentaire à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Au chapitre toujours des infrastructures et travaux publics, les embouteillages observés pendant les heures de pointe sur les avenues Benseke et Kasavubu à la hauteur de la station Macampagne seront très bientôt résolus avec la réouverture au trafic des avenues Grand Séminaire et Chrétienne au quartier Jamaïque au courant de la semaine qui commence. Les travaux d'asphaltage de ces deux avenues viennent d'être inspectés par le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba, comme le dit Willy Atunakov. Bientôt, les avenues Grand Séminaire et Chrétienne au quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo à Kinshasa devront permettre le désengorgement des avenues Benseke et Kasavubu. Cela grâce aux travaux en régie de grande envergure exécutés par la direction provinciale de Kinshasa de l'Office de voirie et drainage OVD dans le cadre du projet d'entretien et de réhabilitation de cette voirie sur financement du Fonds national d'entretien routier FONER. Pour avoir une idée exacte sur l'évolution des dits travaux qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, ingénieur Victor Toumba Chikela, directeur général de cet établissement public, a inspecté dimanche les travaux de pose des enrobés dont la mission de contrôle est assurée par le Bureau technique de contrôle BTC. La DPK qui a déployé ses experts et ses engins lourds, notamment camions-bennes, finisseurs, répandeurs et compacteurs, s'est dit très satisfait du déroulement des dits travaux qui devraient s'achever dans 2 semaines, à en croire ingénieur Gilles Kissoso, sous-directeur technique à la DPK. Comme consistance des travaux, il y a eu les travaux d'assainissement et travaux de chaussée. Pour assainissement, nous avons réparé les caniveaux. Concernant la chaussée, nous avons rechargé toutes les couches qui consistent comme corps de la chaussée, c'est-à-dire la couche de fondation, la couche de base. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser avec la couche de roulement en enrobé dense. Remercions le chef de l'État pour son impulsion. La population bénéficiaire de Kintambo Jamaïque et de Binzama Campagne dans la commune d'Engalima remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir honoré sa promesse. Il fallait que son Excellence Félix Tshisekedi soit au sommet de l'État pour qu'on arrive quand même à penser à exécuter cet ouvrage, l'asphaltage
de cette route qu'on appelle Bois Noir. Donc moi, en tant que natif du quartier autochtone, je suis vraiment très content. Parce que nous gardons de très mauvais souvenirs de cette route dans les années 80. On tuait beaucoup de gens ici. Mais maintenant, là, le rêve venait d'être réalisé. On est en train d'asphalter la route et nous sommes très contents. À noter que la réouverture de l'avenue Grand Séminaire, quartier Jamaïque, est projetée pour la semaine prochaine. Question d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Mission mixte, présidence de la République, Fonds de la promotion de l'industrie, séjourne au Kasaï oriental pour l'identification des terres, la réhabilitation des infrastructures ainsi que la construction des ouvrages d'utilité publique. Nous apprend Guy Blaise Kitiki. Appuyé par les experts kosovars, des Gandhi Group et des Égyptiens de Hassan Alam, PGESCO travaille depuis un temps sur les études de faisabilité devant conduire à la matérialisation de 3 projets d'envergure dans le Kasaï oriental, à savoir la centrale hydroélectrique de Chibasa, la construction du port de Ndomba et l'érection de la centrale solaire photovoltaïque de Chipuka. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mission de prospection conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, dans cette partie de la République. Motif de satisfaction pour les FPI qui saluent l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'accompagnement du gouvernement provincial du Kasaï oriental pour la matérialisation de ce projet. Nous sommes dans cette mission ici à Bakwansompi, plus précisément pour la chute de Chibasa, afin d'identifier les terres qui vont bientôt connaître le début des travaux d'érection de la centrale hydroélectrique de Chibasa. La délégation a poursuivi sa mission d'identification des terres au site où sera construit le port de Ndomba. Il s'agit de 12 hectares. Les équipes de l'urbanisme et habitat ont procédé au mesurage du site afin d'entamer la phase de bornage, une phase importante dans le développement. Enfin, le Fonds de promotion de l'industrie prend possession de la concession pour lui permettre de faire les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de la plateforme située dans le territoire de Kabea-Kamanga. Une fois rénové, le point de chute de la visite a été au domaine agro-industriel à Daipen, Lukelenge réhabilité, modernisé et en cours de développement grâce au financement du FPI dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, la ferme de Mukelenge paraît comme un modèle de projet agro-industriel moderne dans le Kasaï oriental. Sa production aide efficacement à la réduction des importations de poulet, de chair et des œufs dans cette zone. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi pour le développement communautaire et intégral, c'est la nouvelle structure mise en place pour accompagner les initiatives de l'épouse du chef de l'État au sein de la fondation qui porte son nom. Riki Nzuziloya nous propose l'installation des antennes de Kinshasa. C'est depuis plusieurs mois que le Grand Katanga a pris à bras le corps les initiatives de la très distinguée Première Dame à travers une structure dénommée Action Mama Denise Nyakeru Tshisekedi pour le développement communautaire intégral. Venant de Lubumbashi, son président national totalise 6 mois jour pour jour à Kinshasa. En dépit de la situation épidémiologique due à la Covid-19, Stéphane Ngoyi Wabingelengele n'a pas croisé les bras. L'évêque a multiplié des contacts et a mobilisé des foules pour soutenir la vision de la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi dans différents domaines de la vie sociale, tels la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques, l'accompagnement des drépanocytaires, l'encadrement et l'assistance des veuves, des orphelins et d'autres vulnérables, voire des victimes des violences sexuelles. On a noté une adhésion massive face à ces soutiens aux actions de la Première Dame et de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où l'installation ce week-end des responsables devant s'occuper des antennes de la ville-province Kinshasa. Aujourd'hui, l'action Denise Nyakeru Tshisekedi a fait la présentation officielle de son bureau, le bureau de la ville-province de Kinshasa. Parce que notre bureau national se situe à Lubumbashi. En fait, les objectifs que nous nous sommes fixés corroborent carrément avec la vision de la Première Dame. Parce que nous nous sommes fixés des objectifs selon qu'elle vise plus le social. Nous allons aussi soutenir l'action de la Première Dame par rapport à la prise en charge des drépanocytaires en posant quelques électrophorèses dans des centres hospitaliers. En dehors de ça, nous allons soutenir aussi ces actions par rapport aux assurances maladie selon les couches de la population qu'elle va décider d'accompagner.
Pendant ses premières interventions dans la capitale, l'évêque Ngoyiwa Bingelengele avait remis des vivres et non-vivres aux veuves du district de la Tchangou. Aujourd'hui, l'action Mama Denise Nyakeru Tshisekedi pour le développement communautaire intégral est présente non seulement à Lubumbashi et à Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces du pays. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec le président de la République. 10 lauréats finalistes de l'examen de édition 2018-2019 doivent se rendre en France pour des études universitaires. C'est l'œuvre de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui leur a offert un déjeuner avant leur départ pour Paris. La semaine du président, c'est aussi les audiences que le chef de l'État a accordées à une délégation des cinéastes américains venus réaliser un film au Congo sur la maladie à virus Ebola. Vincent Karega, le nouvel ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo, a également été reçu par le chef de l'État. Ils ont parlé de la paix dans la sous-région du Grand Lac. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambe-Somoïsa. L'état de coopération entre Kinshasa et Kigali a été examiné en début de semaine au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC. Les questions liées à la sécurité dans les Grands Lacs et les efforts à fournir pour le développement de la RDC et du Rwanda ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue. Le diplomate rwandais a indiqué que le chef de l'État, premier vice-président de l'Union africaine, joue un grand rôle dans la pacification de la région et de la RDC. Tree of Life, un groupe d'acteurs de cinéma américains et congolais, a présenté au chef de l'État son projet de produire un documentaire en RDC sur la vie du docteur Muyembe Tanfum et de l'épidémie Ebola à Kikwit, au Grand Bandundu et à Yambuku à l'Équateur. Selon l'acteur américain Richard John, chef de la délégation, le groupe est déjà à pied d'œuvre pour la production de ces films documentaires. Le projet est très bénéfique dans la mesure où il va notamment générer de l'emploi, a souligné l'acteur cinéaste américain. 10 lauréats, dont 6 filles et 4 garçons, ayant obtenu la grande distinction à l'examen d'État édition 2018-2019, vont parachever leurs études en France grâce à des bourses leur octroyées par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel qui prône toujours l'excellence pour la jeunesse congolaise les a reçus à la Cité de l'Union africaine avant leur départ pour Paris. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré ses félicitations à ces jeunes lauréats. Il les a encouragés à toujours servir d'exemple pour tous les autres écoliers du pays. Les encouragements également de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a fait savoir aux futurs étudiants que la RDC compte sur eux. Elle a aussi remercié tous les partenaires de la Fondation. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les hommages à feu les bâtonniers Jean-Baptiste Mukendi Wamulumba au cours d'une messe de suffrage à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, accompagné de quelques personnalités politiques, dont les membres du gouvernement et ceux de la famille politique du défunt, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se sont joints à la famille biologique de Jean-Joseph Mukendi au cours de ce culte organisé en mémoire de l'illustre disparu. Dans son homélie, l'abbé Justin Kalonji, l'officiant du jour, a loué les qualités morales et intellectuelles de feu le bâtonnier qu'il considère comme l'une des figures légendaires de la justice congolaise et qui a posé les jalons pour l'avènement d'une justice digne avec comme fondement de sa lutte l'instauration d'un état des droits en RDC. Après la célébration de la messe, le chef de l'État a salué la veuve et les enfants de feu le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi qui a quitté la terre des hommes le 24 mars 2020.
Plusieurs sujets ont eu à marquer la semaine qui touche à sa fin. L'on retient entre autres la réunion du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba avec quelques membres du gouvernement sur le dossier du poste frontalier de Kasumbalesa où l'ordre a déjà été rétabli. Le déroulement du test national de fin d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves qui se sont déroulées dans un contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le gouvernement Ilunga Ilukamba totalisé une année depuis sa prise de fonction avec un bilan moyen des efforts ralentis par la crise sanitaire due au coronavirus. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, l'a dit devant la presse. La semaine en 5 minutes, c'est avec Edith Chala. Plus d'1 million d'élèves de terminale du primaire ont passé leur test national de fin d'études primaires, TENAFEP. Après une longue période d'incertitude sur l'issue de cette année scolaire négativement impactée par la survenance du coronavirus, les écoliers des 6e primaires de l'ensemble de la République ont reçu les encouragements des pouvoirs publics. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a visité quelques écoles à Kinshasa, alors que le gouverneur des provinces faisait de même dans leurs provinces respectives. Cette semaine, le gouvernement Ilunkamba totalisait un an jour pour jour depuis sa mise en place. Des choses ont été faites dans un environnement de coalition avec ses impairs. Le bateau a beaucoup tangué mais n'a jamais coulé. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele, a tenu un point de presse pour revenir sur les réussites dans différents secteurs. La gratuité de l'enseignement primaire, la justice qui redore son blason, des infrastructures réhabilitées et en construction sont entre autres acquis à l'actif de ce gouvernement. 2 membres du gouvernement ont séjourné dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, et Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, y étaient pour lancer le projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises et classes moyennes dans 4 villes pilotes, Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Ce sont 100 millions de dollars américains que la Banque mondiale a mis à la disposition de la RDC. La caravane humanitaire du gouvernement est entrée dans sa 2e phase. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mikai, s'est trouvé au cours de la semaine dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Beni pour assister les déplacés internes. Vivres et non-vivres et des sommes importantes d'argent ont été remis aux autorités locales pour la distribution aux bénéficiaires et la réhabilitation de certaines infrastructures de base. La suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation a été levée. Une mesure prise par le gouvernement, mais que les miniers n'apprécient pas beaucoup. Conduit par le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Albert Youma, ces opérateurs économiques de la Chambre des mines de la FEC ont exprimé leur mécontentement au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Ils pensent qu'une concertation préalable aurait été judicieuse. La gestion des fonds Covid n'aura pas fini de défrayer la chronique. Le ministre de la Santé, le Dr Etienne Ilongondo, a fait sa lecture au cours d'un point de presse qu'il a tenu. De son point de vue, il n'y a pas eu de détournement, comme le rapport de l'Inspection générale des finances l'indique. Le feuilleton est encore long, car le rapport de l'Inspection générale des finances se trouve entre les mains de la justice. Des machines pour un test rapide du coronavirus. Des experts sud-coréens ont apporté quelques spécimens au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Panda, qui s'est fait entourer pour le besoin de la cause des experts conduits par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum et d'autres membres du gouvernement. Après la reprise de la vie normale, ces outils peuvent aider à maîtriser la progression de cette pandémie. Pour terminer, la lutte contre les violences basées sur les genres a un nouvel outil. Il s'agit du document des stratégies nationales de lutte contre les violences basées sur les genres révisé. Cet instrument va permettre de prévenir et de réduire les violences et améliorer la prise en charge holistique des victimes en République démocratique du Congo. Comme je le disais au début de ce journal, la République démocratique du Congo, avec ses 80 millions de terres arables, possède tous les atouts pour produire et exporter. Mais malheureusement, le pays importe tout, même les épices. Quel contraste, d'ailleurs, jadis réputé pour son café et son cacao, pour ne citer que ces 2 filières. Aujourd'hui, le pays peine à exporter le peu de café et de cacao produits en RDC sont vendus à l'étranger sous un autre nom que le label DRC, un véritable manque à gagner. L'on se demande
qu'est-ce qui bloque le vrai décollage de l'agriculture congolaise? Quelles sont les pistes de solutions pour préserver le label Made in DRC? Tentative de réponse dans ce dossier de Pati Tondouangou, Bobette Yenga et Jean-Pierre Mouaï. Les labels RDC à l'international dans les secteurs agricoles est très rare. Les cafés et les cacao, très sollicités et favorables à l'exportation, connaissent une faible production à cause des pesanteurs qui ne favorisent pas l'essor de ces deux filières qui ont fait les beaux temps. La RDC produit beaucoup de cacao et exporte, bon, pas sous son label, mais sous le label des particuliers producteurs. À ce jour, je peux vous dire que le Congo produit plus ou moins 46 000 tonnes de café. Cacao, nous avions produit 24 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes affrontés avec certains opérateurs économiques qui disent que l'Office ne peut pas faire ça. Alors l'Office, moi le DG, je suis qu'un instrument de l'État, il m'a donné que les statuts que je dois appliquer. Les politiques nationales n'appuient pas souvent ces cultures pérennes. Conséquence, une bonne partie de la production du café et du cacao quitte les territoires par fraude et écoulée sur les marchés internationaux sous un label autre que celui de la République démocratique du Congo. Au niveau même international, c'est ça, le pays est en train de perdre. Le label de notre qualité qui est recherché. Je dois vous dire le café du Kivu. Notre café que nous proposons dans le Kivu, c'est une très grande qualité que l'Amérique cherche. Mais au lieu que ça soit vendu par RDC, mais c'est vendu par les pays frontaliers. Un manque à gagner considérable pour les pays dont la consommation est basée en grande partie sur l'importation. Aujourd'hui, la situation elle est vraiment catastrophique. Si vous voyez les niveaux d'importation de la nourriture, nous sommes, si les chiffres sont exacts qu'on nous donne, à plus de 2,8 milliards de dollars d'importation de la nourriture. Donc nous sommes très très loin par rapport aux pays qui n'ont même pas de terres comme les RDC. Comment les cafés et les cacao sont-ils labellisés de la production à l'exportation? En plus de faire en sorte que là où c'est vendu, ça soit appelé produit de la RDC, il y a certaines initiatives qui naissent pour même produire les produits finis RDC. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du chocolat qui est produit à Goma. Nous produisons déjà un bon café équitable, biologique, et même avec des capsules biodégradables. Tout ça, c'est pour essayer de démarquer, de montrer que tout est possible ici à la volonté. On trouve déjà des bons produits, Made in Congo, café, cacao, capsules, kitoko. Et je crois que c'est déjà un mouvement qui commence et nous saluons parce que le produit il est bon. Il faut que l'État propriétaire fasse en sorte de protéger son instrument qui est l'Office national des produits agricoles du Congo. Le gouvernement actuel est devenu attentionniste, ainsi qu'il y a quelques programmes qui sont en train d'être mis en place pour essayer d'appuyer les cultures pérennes afin justement de pouvoir accroître la production. Du champ où il est produit à la tâche où il sera servi, le café congolais doit avoir une valeur ajoutée pour asseoir son label et être compétitif face à la concurrence. Cette démarche requiert un investissement. Il n'y a pas une politique stable, gouvernementale, pour le soutien des cultures pérennes. La démarche, c'est d'abord de sécuriser cette production, parce qu'il faut savoir que la RDC perd suffisamment, pour ne pas dire par an, la RDC peut perdre plus d'1 milliard de dollars sur le cacao qui sort en fraude. De tout ce qui précède, il est avéré que la République démocratique du Congo est capable de produire car les atouts et les potentiels, elle en a, mais seulement il faut une mise en place d'une politique gouvernementale pour appuyer les producteurs et développer les chaînes de transformation afin de donner la valeur ajoutée pour promouvoir et sécuriser les labels République démocratique du Congo. Le deuxième dossier de ce journal a trait aux sources de financement du secteur agricole en RDC. Question de produire en grande quantité et en qualité. Deux avis à la fois divergents et complémentaires à ces sujets. Certains experts prônent la création d'une banque de développement pour l'agriculture, d'autres la création des centres de production des semences améliorées. C'est un dossier de Médard Mbouyal. Millions de terres arables sont bien disponibles en République démocratique du Congo.
Les conditions climatiques sont favorables à toutes les activités agricoles. La population n'attend qu'un signal assez fort pour se mettre en ordre de bataille. Seulement voilà, des moyens matériels et financiers font défaut pour booster l'agriculture, créer des emplois, mettre un terme au chômage récurrent des jeunes et transformer localement certains produits. À la question de savoir comment financer le secteur agricole. Réponse, le salut passe par la création d'une banque nationale de développement. Que l'État mette en place ce que j'appelle une banque nationale pour le développement de l'agriculture. Nous avons une banque similaire ici, mais notre banque pour le financement de l'agriculture n'a pas la solidité financière qu'il faut. Créer ce que j'appelle une véritable banque de développement. Banque de développement, c'est différent des banques commerciales. Pourquoi? Parce que les banques commerciales ne prennent pas des secteurs de risques dans certains secteurs qui sont supposés être très risqués ou bien porter beaucoup plus de risques, notamment le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. Cette banque de développement serait, par exemple, pour arriver à la constituer, l'équivalent de ce qu'on a connu dans le passé, la SOFIDE, mais la SOFIDE était trop petite. Moi, je l'appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui pourrait absorber les restes de la SOFIDE, qui pourrait absorber le fonds de promotion industrielle, et il y a une petite unité qu'on appelle la cellule d'appui aux petites et moyennes entreprises. On peut mettre tout ça ensemble, élargir le capital considérablement, y amener des bailleurs de fonds comme actionnaires, et en ce moment-là, cette banque pourra avoir des muscles financiers suffisants pour financer des grands projets dans des domaines différents. Le domaine des infrastructures, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, de la pêche, le domaine du tourisme, tous les secteurs qui sont négligés actuellement par les banques commerciales. Le choix de mieux faire, la détermination et la discipline sont des atouts pour surmonter des obstacles. En envisageant la mécanisation agricole à grande échelle, la distribution de semences améliorées aux paysans et la maîtrise des techniques culturelles, le service national a cru au miracle vert avec peu de moyens. La quantité d'eau que Dieu nous donne dans cette zone, nous pouvons faire la saison A et la saison B en une seule année. C'est-à-dire nous commençons, comme la pluie commence au mois d'août, nous semons au mois de septembre, nous récoltons au mois de février, nous semons au mois de février, nous récoltons au mois de mai. Facilement, avec Ngandajika et Kanyamaka CC, nous pouvons produire 800 000 tonnes annuellement. Mais en plus de ça, nous pouvons renforcer avec l'encadrement des paysans. S'ils sont en train de produire dans cette zone 500 000 tonnes, nous pouvons aussi doubler leur production juste en mettant la sémence améliorée à leur disposition. Nous rêvons parfois, nous pensons qu'il faut de gros moyens pour faire des choses que nous voyons. Non, l'huile végétale ici que nous faisons n'exige pas beaucoup de moyens. Je vous promets que d'ici le mois de mai, juin, à Kanyamaka, vous verrez que les bâtisseurs, que les services nationaux sont en train de produire de l'huile végétale. Donc rien avec l'agriculture, on ne jette rien, tout c'est de l'argent. Investir dans le secteur agricole est un défi de taille à surmonter. Objectif, mobiliser d'importantes ressources financières pour faire face à cette exigence. La faillite de la Banque de crédit agricole et de la SOFIDE ont semé le doute au sein de la population congolaise. Je le disais au début de ce journal, nous avons un intervenant sur ces plateaux. Il s'agit de notre confrère Médard Mouyal. Avec lui, nous parlerons de l'accès à l'information publique, des données que le journaliste collecte, traite et diffuse pour l'intérêt de la population. Bonsoir Médard. Bonsoir Guiti. Pourquoi, la première question, pourquoi les médias doivent-ils accéder à l'information publique? Bon, c'est d'abord à cause du métier du journaliste. La fonction, vous l'avez dit, accéder à l'information, la traiter et la diffuser au bénéfice du public, parce que le public veut savoir qu'est-ce qui se passe. Au-delà de ce qui se passe dans des institutions publiques nationales, mais qu'on sache aussi dans les secteurs privés qu'est-ce qui est en train de se passer, toutes les questions qui se posent. Donc, le public est curieux de savoir ce qui se passe. Et comme nous sommes au service de ce public, donc nous travaillons, nous nous interrogeons, nous nous posons des questions que le public est censé se poser. Donc, nous jouons le rôle de pont entre le public et les organisateurs de grandes manifestations ou les détenteurs de ces informations. Donc, notre rôle, en fait, nous sommes un segment au sein de la société congolaise et donc tout ce qui se passe nous intéresse et donc intéresse notre public. Oui, oui. Et
Que se passe-t-il quand l'accès à l'information publique est refusé à un journaliste? Oui, mais c'est-à-dire que nous entrons dans un régime de l'opacité. Donc, c'est de la spéculation. Quand la bonne information ne circule pas, c'est la rumeur qui prend place. Et donc, le régime de l'opacité tourne justement par le refus de donner l'information aux détenteurs. Or, l'activité journalistique trouve sa signification au travers le lien que les journalistes entretiennent avec leur public. Et si vous prenez même un discours congolais du type le peuple d'abord, c'est aussi ça qui fait le fondement du journalisme. On est journaliste parce qu'on écrit pour le public lectoriel. Il faut que les gens vous lisent. Nous sommes journalistes parce qu'on écrit pour le public, le peuple auditeur. Il faut que les gens qui suivent la radio, le peuple téléspectateur. Si cette relation cesse et on décline, donc le métier n'a plus son existence parce que souvenez-vous, il y a l'élément de l'audimat, au fait, qui prépare le terrain à l'accès à la manne publicitaire. Mais Médard, ces derniers temps, nous avons fait un constat. Plusieurs structures ou organisations préfèrent communiquer à travers les réseaux sociaux ou leurs sites privés. Est-ce que cela est avantageux pour un journaliste au lieu de se déplacer, aller chercher des audiences, rester dans sa rédaction et consulter le site? Il y a aussi le réalisme. C'est vrai que les nouvelles technologies ont révolutionné le monde. Il faut se tenir à ça. Mais au-delà, la réalité, c'est que, par exemple, nous sommes la majorité de la population congolaise, d'abord, qui représente nos téléspectateurs. Sommes-nous sûrs que ces gens-là ont nécessairement l'accès à l'Internet, ont le téléphone assez outillé, Android, pour pouvoir... Non, ce n'est pas très, très sûr. Et donc, c'est vrai qu'on peut utiliser, mais vous savez le risque qu'il y a au niveau des réseaux sociaux. Il suffit que tel message soit diffusé et très vite, on va changer. Non, et il y a la manipulation aussi, il faut noter. Hein. Mais voilà, parce qu'il est bien difficile de savoir qui est qui au niveau des réseaux sociaux. Parce que l'acteur, vous ne le connaissez pas. En fait, vous pouvez vous adresser aux fantômes lorsqu'on entre dans les réseaux sociaux, à moins que ce soit les réseaux bien sécurisés, et que les réseaux officiels, ça on peut accepter. Mais dans la plupart des cas, on a triché notre réseau, on a triché le site web, le tweet. Et on est obligé de réduire les choses. Et la dernière question, Médard, qui sont les vrais détenteurs de l'information publique? Les vrais, mais c'est d'abord au niveau du service public. Dans l'administration, toute l'administration publique, ils détiennent de l'information dont on a besoin, que ce soit au niveau de la gestion de l'État, de la gestion des finances. Tous ces éléments nous intéressent, que ce soit dans le secteur de santé. Au niveau des enquêtes et magazines, on a fait l'expérience lorsqu'on a invité. On veut savoir ce qui se passe dans les hôpitaux publics, comment on se fait soigner. Mais malheureusement, la porte a été fermée aux journalistes. La porte est fermée et vous connaissez la stratégie. Non, adressez-vous d'abord au ministre. Après le ministre, vous voyez le secrétaire général, le directeur. Trop d'administration. Trop d'administration. En fait, c'est une manière polie de refuser. Et lorsque vous citez, par exemple, d'autres secteurs, que ce soit la Banque centrale. Même qu'on a parlé des banques. C'est le même mécanisme. Non, écrivez, dites à votre PDG d'écrire. Le DG écrit, non, envoyez-nous des questions. Vous envoyez des questions et puis, silence cimetière. En fait, les journalistes ne sont pas des ennemis de ces structures-là. Non, ça signifie, dès que quelqu'un vous refuse l'information, dites-vous qu'il y a quelque chose. Ah, oui, et c'est justement à ce moment-là que commence le vrai travail du journaliste. Merci, Médard, pour votre intervention. Merci. Poursuivons ce journal. La République démocratique du Congo, le pays hôte des Jeux de la francophonie en 2022. Et à Kolwezi, il s'est tenu un forum international des femmes africaines de l'espace francophone. Regardez. La province du Lualaba a vibré au rythme de la clôture de la journée des initiatives des femmes africaines le samedi 29 août 2020. Sous la houlette du réseau africain, à travers le Forum international des femmes de l'espace francophone, cette cérémonie a réuni plusieurs membres de cette structure venant des autres provinces de la RDC et de plusieurs pays africains. Femmes d'Afrique, femmes du Lualaba, lève-toi pour ton autonomisation et ta détermination. Voilà le thème de cette édition, renchérie ici par la coordonnatrice nationale, Madame Marie-Louise Moussenga Mafo. Nous devons nous lever aujourd'hui. Nous devons nous lever dans une détermination telle que notre vitesse de croisière rencontre les préoccupations de tous les partenaires qui sont décideurs au niveau international, au niveau régional africain, au niveau de notre pays,
au niveau de nos différentes provinces. Après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka poursuit son mot en ces termes. C'est un particulier honneur pour moi de prendre la parole, surtout pas comme Excellence Madame la vice-gouverneure, mais beaucoup plus comme femme, épouse, mère, fille et sœur africaine, pour parler d'un soudain combien intéressant et indispensable pour un épanouissement durable du monde entier en général, et celui de l'Afrique en particulier, qui est l'engagement de la femme pour la paix en Afrique et dans le monde. C'est sous une ambiance conviviale avec différentes prestations artistiques et la remise des brevets aux participants qu'a pris fin cette journée. Politique, dans sa casquette de la présidente de la Ligue des femmes du PPRD, Janine Mabunda a procédé à l'installation des comités nationaux des communes d'Engalema, Kitambo et Gombe. Elle a par ailleurs octroyé des bourses d'études locales aux jeunes filles universitaires. Sylvie Moembo et Bernard Bodo. Octobre prochain, à la faveur de la rentrée académique, une vingtaine de filles étudiantes et membres de la Ligue des femmes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie prend déjà la garantie de faire face aux frais académiques grâce aux bourses qu'elles viennent de bénéficier du PPRD, parti cher au camarade Joseph Kabila Kabange à travers la présidente nationale de la Ligue des femmes de cette formation politique, Janine Mabunda Lioko. Ce geste tire sa valeur dans la nécessité de stimuler les réveils de la femme et surtout susciter son intérêt aux études. eloko nini ezalaka na septembre bolobi yango rentrée scolaire alors na eyano na mokonzi toye kokanisa bango bazosala mosala mpo na biso biso mpe tolakisa bango bolingo na biso ke mwasi mpe aza moto tozokipe mpe intérêt na ye tozokipe mpe. Nous venons pour soutenir la Ligue de femmes PPRD Lukunga, comme le veut d'ailleurs l'initiateur du parti Joseph Kabila Kabange. Autre cérémonie avec au centre la femme, c'est l'installation des comités PPRD Ngaliema, Kitambo et Gombe. En prenant à témoin le cadre du PPRD, Janine Mabunda Lioko a appelé les femmes de la Ligue du PPRD dont les comités ont été installés à avoir toujours à l'esprit le souci de prêcher par l'exemple. Lelo eza mokolo ya biso ba mama tina na ngai ya koya eza nde wana mpo na nini PPRD asali ke lelo ezala mokolo ya mama parce que na eyano ya mokonzi na biso ya parti président national Joseph Kabila Kabange. C'est le jour de la femme du PPRD Lukunga. Nous devons l'aider pour qu'elle s'épanouisse et participe au développement du pays. Pona kobenga bato bazala na vision ya botongo ya mboka esengeli ba mama pe bazala pembeni eza mabeto eza malamu. La double cérémonie s'est clôturée par l'engagement collectif de hisser plus haut le drapeau du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Coordonnateur des forces politiques alliées de l'UDPS, Laurent Batumona a effectué une descente dans la province du Congo où il a sensibilisé la population de ce coin du pays sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il a également procédé à la distribution des kits sanitaires de riposte contre la Covid-19 et des intrants agricoles. Renette Koulonga. Jour de vulgarisation du message d'espoir et de la reprise des travaux agricoles dans la province du Kwango. Laurent Batumona Kandkam, coordonnateur des activités IDPS et alliés, s'est fait le devoir de porter à la fois le message du chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, quant à la reprise de toutes les activités qui concourent au développement du pays, celui d'un état de droit et de la protection des populations par les gestes barrières contre la pandémie de Covid-19 est aussi sur la gratuité de l'enseignement au niveau élémentaire. Fils du terroir, connaissant les réalités des terrains, Laurent Batumona Kandkam s'est appuyé sur les autorités locales, surtout des notables chefs coutumiers qui l'ont accompagné. Partout, ils ont relayé son message. C'est aussi dans le cadre de la redynamisation des activités du parti Mouvement de solidarité pour les changements. La population du Congo réclame l'électricité projetée au départ de Bukangalonzo pour alimenter la vie de Kenge afin que ça puisse concerner la cité du pont Congo qui a
une agglomération de plus de 30 000 habitants, sans oublier l'installation d'une radio communautaire. Laurent Batumona Kandkam, l'homme intègre, c'est un signal fort. La musique accompagnée des danses est au rendez-vous comme l'oblige la coutume africaine. Poursuite des consultations sur le dialogue entre Né Congo, le coordonnateur Fumudi Fima a rencontré le chef spirituel de Bundu Diamayala, Né Mwanantemi. Ensemble, ils ont échangé sur la paix au Congo central. Regardez. Des consultations auprès des différentes personnalités tant politiques que sociales et autres forces vives afin de la tenue du dialogue sur la paix et le développement du Congo central. Sa Majesté Fumudi Fima, coordonnateur de cette structure, continue le processus. Le week-end dernier, il a été en face de Longian Congo, Né Mwandansemi, avec qui ils ont parlé de la question. Kaka Né Mwandansemi a salué et béni la tenue prochaine du dialogue dans la province du Congo central. Satisfait, les coordonnateurs du comité de consultation pour la tenue du dialogue dans la province du Congo central n'a pas donné sa langue au chat. Après toutes les consultations autour des institutions, des opérateurs économiques, des corps scientifiques, des confessions religieuses, des peuples autochtones, et après avoir consulté Kamba, nous sommes en conclusion chez Mfuman Log, Mbutane Mwandansemi, qui, comme vous le savez, a passé tout son temps à rappeler l'identité culturelle. Nous sommes venus lui annoncer la tenue de ces consultations, la tenue de ces dialogues, et demander sa bénédiction tout en représentant nos civilités coutumières et royales. Il était très content et nous nous réjouissons. D'abord, lui remercier de cette audience accordée. Nous nous réjouissons qu'il nous ait bénis et accordé, tout en disant qu'il ne peut pas empêcher cette procédure qui devrait aller vers le bien-être du peuple Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans sa résidence. Nous venons de haut pour lui rendre ses honneurs. Nous repartons et nous aurons avec nous ses délégués à lui. Rappelons par ailleurs qu'avant cette rencontre avec Né Mwandansemi, Fumudi Fima avait également pris langue avec le chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simo Kimbangu. Ainsi se termine cette grande édition vespérale. C'était un réel plaisir de vous informer, retrouver et rediscuter tout à 22h pour une nouvelle session d'information. Bon début de semaine à toutes et à tous. Surtout, continuez d'observer les gestes barrières contre la Covid-19. Merci. Excellent suite de programme sur nos antennes. Au revoir.